Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je montre comment réaliser des arbres de décision sous R euh, pour le traitement des grandes bases de données. Pour le traitement des grandes bases de données. Alors, cette vidéo vient à la suite d'une vidéo précédente que je viens juste de faire là sur la réalisation des arbres de décision sous R. Voilà, la vidéo, elle est là. Et dans cette vidéo aussi, il n'y a qu'une vue, c'est moi. Voilà, dans cette vidéo aussi, en réalité, je montre qu'on peut faire des arbres de décision sous R, ça vous le savez, je pense bien, mais on peut le faire avec différents packages. Et justement, il y en a d'autres, hein. Ici, j'ai montré AirPart, qui est le plus connu, et j'ai montré également J48. Voilà. Très bien. Il y en a d'autres, bien sûr, hein. Il y a Party, il y a Tree, voilà, ainsi de suite également. Mais bon, j'ai mis l'accent sur ces deux packages-là. Alors, cette vidéo n'est pas totalement innocente, c'est que pour la formation concernée, j'ai fini de corriger les projets. Ça y est, j'ai tout fini, là, j'ai fait le bilan hier, tout va bien. Et en faisant mon propre bilan, je me suis rendu compte qu'il y a une incompréhension sur l'utilisation de R dans le contexte des grandes bases de données. C'est que vous avez testé, ça n'a pas marché, et très rapidement, naturellement, ok, on arrive à la conclusion que R n'est pas pose problème dans le contexte des grandes bases de données. Et ce que j'essaie de dire dans cette vidéo, c'est que non, en réalité, c'est que c'est à nous d'utiliser les bons packages pour pouvoir tirer le meilleur parti de R. C'est ça le principal package, c'est le principal message ici. Principal message ici. Alors, pour que tout le monde ait bien en tête le propos, j'avais donné aux étudiants une base où il y a un certain nombre d'individus. Tiens, on ne voit pas le nombre ici. Attendez, je vais mettre plus grand. Voilà, il y a 494 021 observations. Voilà, il y avait 414 021 observations dans la base. Et il y avait 200 variables, voilà, dont la variable cible, la dernière, 200e, qui avait 23 modalités. Hein, donc, on a les différentes modalités. Là, certaines sont très rares, d'autres sont très fréquentes, ainsi de suite. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de créer un modèle prédictif où on prédit cette variable 223 modalités. Ça, c'est une difficulté, c'est première difficulté déjà, sur une base de près de 500 000 individus. Deuxième difficulté. Et parmi les variables prédictives, la très, très grande majorité sont quantitatives, sauf 3 placés au milieu. Voilà, V60, V61 et V162. 160, 161, voilà. Très bien. Donc, il va falloir créer un arbre de décision avec, enfin, un arbre de décision ou d'autres modèles. Hein. Donc, j'avais donné les contraintes suivantes, c'est que soit on construit un système à base de règles, soit on construit un modèle linéaire. C'était ça les deux contraintes que j'avais mis en avant. Il y a un classifieur linéaire, hein, voilà, qui s'exprime sous la forme d'une combinaison linéaire de variables. Voilà. Très bien. Et donc, voilà. Et j'avais dit aussi aux étudiants, je me répète par rapport à la vidéo tout à l'heure, mais bon, toujours mieux de dire les choses plusieurs fois que de ne pas les dire, c'est que vous utilisez les outils que vous voulez. Donc, certains ont plus d'appétence par rapport à R ont utilisé R, d'autres Python, ainsi de suite. Et ceux qui ont utilisé R, au bout d'un moment, se sont rendus compte que ça ne marchait pas, ça n'arrivait pas sur leur machine, ainsi de suite. Alors, je vais refaire le traitement ici sous R et je vais montrer en réalité que c'est tout à fait possible de faire les traitements sous R si on choisit judicieusement les packages. C'était ça le principal message en réalité. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors du coup, ça, je vais fermer parce que ça encombre la mémoire pour rien. J'ai ouvert sous Excel, voilà, donc tac. Non, non, j'enregistre pas. Et je vais créer un notebook. Je vais créer un notebook. Là, voilà, en fait, il était prêt le notebook. Hein. File, new file, R notebook et j'enlève ça là. R, arbre, sur grande base sous R, avec R. Enfin, sous avec, voilà. Ils enregistrent ça dans le dossier démo qui est là. Hein. Donc, arbre, big data. C'est la mode, big data. Tout le monde fait faire du big data. Bah, allons dans le big data. Très bien. Allons-y. Donc, j'ai préparé le compte en amont. Hein. Je vais le faire avec vous ici. Donc, d'abord, je vide la mémoire. Voilà, c'est une précaution à prendre. Voilà, bon, R vient de démarrer, la mémoire est vide. Là, on voit bien que la mémoire est vide. Là. Voilà, il n'y a rien ici. Mais voilà, par précaution, je vide la mémoire courante. Très bien. Ensuite, je vais importer la base. Donc, insert R. Voilà. Donc, je change le dossier. Voilà. Et je vais importer la base. Et là, j'ai un premier commentaire. Regardez, donc je change le dossier par défaut. Voilà.
Et pour charger la base, j'utilise pas la fonction standard de R. J'utilise un package spécialisé dans les big data, c'est data.table. Voilà. Donc ça, en faisant quelques requêtes sur Internet, c'est facile de trouver ça. Hein. Voilà. Et la commande reste tout à fait standard. Hein. Donc, j'ai installé la librairie d'abord. Voilà. Ensuite, j'appelle la fonction fread de la librairie et je passe le nom du fichier à charger, qui était là. Hein. Il est là, le fichier à charger. Hein. Voilà, data avec étiquette.txt, vous le connaissez. Hein. Voilà. Ensuite, je dis qu'il y a effectivement une en-tête. La première ligne de données, c'est les noms des variables. Ici, séparateur de colonnes, c'est tabulation. Et je veux que, quand c'est une colonne de chaîne de caractères, il l'interprète comme un factor, ce qui est le cas ici. Hein, on n'a pas d'étiquette, on n'a pas des noms de lignes là. On a des variables qualitatives. Et donc, les colonnes de chaîne de caractères, il faut qu'elles les chargent comme factor. Alors, ça, maintenant, il faut le mettre de manière explicite. Avant, ce n'était pas le cas, mais maintenant, il faut le mettre de manière explicite, en tout cas dans les commandes standards de R. Voilà. Donc, première nouveauté. Alors, ça, en fait, j'avais fait une étude là-dessus il y a quelques temps, en 2019, février 2019, près de 2 ans maintenant, où j'avais fait un tutoriel un peu provocateur, où je comparais les performances de R et Python. Alors ça, c'est des discussions sans fin dans lesquelles je ne rentrerai pas. Ce que je voulais dire dans ce tutoriel provocateur, c'était de montrer que c'est à nous de choisir les bons packages en réalité. Donc, dans mon tutoriel, j'ai traité une base de 9 millions d'observations, 9 millions d'observations avec 42 variables, hein, 9 millions d'observations avec 42 variables, voilà. Et j'ai montré les traitements, voilà, selon les outils R ou Python, voilà, et selon les packages. C'est très important. Dans Python, j'ai utilisé Panda, principalement, mais sous R, j'ai utilisé différents packages. Donc, c'est ce que je montre ici. Voilà. Et rien que le chargement de la base, donc avec les commandes standards de R, read.cfv, pour charger la base de 9 millions d'observations, 42 variables, ça a pris 1 minute et demie. En revanche, avec le package datatable, voilà, la même base chargée, j'ai mis 13 secondes. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? On est bien d'accord là-dessus. Donc, il faut tout simplement prendre les bons packages. Alors, j'avais utilisé d'autres packages, ceux de Depler avec Grid R typiquement. Voilà, j'ai un autre temps de traitement également. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à nous de tester les différents packages, voilà, et de prendre le package qui est le plus performant par rapport à ce qu'on veut faire. Dans le cadre de ma base ici, clairement, c'est mieux d'utiliser Datatable. Datatable, je l'ai vu en lisant le livre de Stéphane Tufiri, hein, où il décrivait les différents outils sous R dans le contexte Big Data. Et entre autres, il y avait ce paquet de Datatable. J'ai vu ça dans son bouquin. Je me suis dit, ah bah, testons-y voir pour savoir ce que ça donne. Et voilà. Donc voilà. Et il a chargé moins d'une seconde et quelques. 1 seconde 48. Bon, après, il y a le temps écoulé, ainsi de suite. Hein, voilà, mais bon, le temps total. Voilà. Et voilà, j'ai les bases ici et on a bien, bon, il ne met pas toute la liste parce qu'il ne veut pas encombrer le notebook, mais il a bien ici tous les éléments. Très bien. Donc déjà, ça c'est une première information. C'est que en termes de chargement et tout ça, il fallait utiliser un package spécialisé Big Data et le package spécialisé, c'est Datatable. Je sais bien. Moi, j'ai le temps de chercher, effectivement. Vous avez un temps contraint, ainsi de suite. Je comprends. Mais bon, maintenant, vous savez que maintenant, c'est un réflexe à avoir. Selon les outils à utiliser, il faut essayer de chercher le package le plus adapté. Je continue. Ensuite, je vais scinder les données en apprentissage test. Hein. Voilà, on est dans le cadre de l'analyse prédictive. Dans la base que je vous ai donnée, je vous ai dit, prenez à peu près 70% pour l'apprentissage et 30% pour le test. Voilà. Alors, tac, c'est ce que je fais ici. Voilà. Donc, ce qui pose problème. Alors, bon, quand même, je vais faire une instruction supplémentaire. J'avais prévu de le faire, je le fais. Voilà, j'ai hésité là, mais je vais le faire quand même. C'est que j'ai listé les variables qualitatives dans la base. Il y en a 4, y compris la variable cible. Et pour chaque variable qualitative, j'ai listé le nombre de modalités. Et cette information-là est importante. Hein. C'est la commande qui est là. Hein. Donc, je vais passer en revue chaque colonne de la D. D, c'est la base de données que j'ai chargée ici. Hein. Voilà. Et ensuite, voilà, pour chaque élément, je regarde si c'est un factor, parce que quand j'ai chargé, j'ai dit, quand c'est une variable chaîne de caractères, il faut l'interpréter en factor. Ça aussi, ça me permet de sauver la mémoire, ça, hein, parce que quand il code avec un entier, c'est un entier 32 bits, chaîne de caractères, ça dépend de la longueur de la chaîne de caractères, ainsi de suite. Très bien.
Je ne sais pas si c'est en 32 bits ou 64 bits ici. Ça, c'est un élément à vérifier pour le coup. Très bien, et que si c'est factor, ici j'affiche le nombre d'éléments, sinon je renvoie la valeur 0. Voilà. Ensuite, j'affiche uniquement ceux qui ont une valeur supérieure à 0. Et donc, on a les résultats, la variable 160 qui fait partie des explicatifs à 3 modalités, 161, 66 modalités, 162, 11 modalités, et la variable cible à 23 modalités. Ensuite, donc, je vais scinder en apprentissage test. Hein, voilà, donc ça, on l'a fait en TD. Hein, je ne vais pas m'attarder là-dessus excessivement. Hein, voilà, tac, je sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? Je compte ici le nombre de lignes totales déjà. Voilà, on peut le faire ça. Hein, donc, le N là, c'est 494 021. Ensuite, là, j'affiche la distribution des classes. On les a là. Hein, donc, certaines classes sont extrêmement rares. On l'a vu ici. Hein, voilà, très bien. Et ensuite, je vais tirer un index au hasard parmi les N de 70%. Voilà, sans remise. Et je vais indexer avec cet index-là pour avoir la base d'apprentissage et avec moins l'index en question pour avoir la base test. On voit bien ici. Hein. Donc là, c'est un index en réalité que je suis en train de manipuler. Et le set seed, c'est pour que l'expérimentation soit reproductible par vous-même sur votre machine. Hein. Voilà. Et donc là, j'indexe la base avec ici l'index généré. Et ici, j'indexe la base avec moins l'index généré, ce qui permet d'avoir les autres individus non sélectionnés. Et donc, on a bien ici les deux bases. Donc, je le fais ici. Paf. Très bien. Donc, 345 815 pour l'apprentissage et 148 206 pour le test. Très bien, nickel, pas de souci. Alors, maintenant, je vais faire l'arbre de décision. C'est là que c'est intéressant. Alors, normalement, on est tenté d'utiliser AirPart. À ce stade-là, on va utiliser AirPart. Or, qu'est-ce qui se passe avec AirPart? Il y a deux choses qui posent réellement problème dans AirPart. Déjà, c'est que par défaut, il fait une validation croisée. Hein, pour chercher l'arbre, le meilleur arbre possible, voilà, dans son système de post-élagage, là, il fait une validation croisée, sans nous le dire explicitement. Donc vous, là, si vous lancez sans savoir, sans vérifier, il va faire automatiquement une validation croisée sur une base d'apprentissage où il y a 345 000 individus. Bah, voilà, vous lancez les calculs, vous attendez pas. Non, c'est pas possible ça. Première information importante. Ça, on peut le désactiver. Hein, si on va dans le détail des options de AirPart, en cherchant dans AirPart Control, là, voilà, on voit qu'en réalité, cette validation croisée-là, voilà, il y a une possibilité de la désactiver. Donc, finalement, on se dit, OK, ça, c'est pas mal. Ensuite, deuxième élément, j'avais dit deux, mais en fait, il y en a plusieurs en réalité. Hein. Deuxième élément qui pose problème, c'est qu'il fait plein de calculs intermédiaires et qu'il les sauvegarde en mémoire. Ça ne va pas le faire, ça. Parce que du coup, la structure de l'arbre de décision en mémoire, elle est titanesque. Hein. En plus des données, il y aura autre chose en mémoire. Ben non, c'est juste pas possible. Donc ça également, on peut jouer en mettant 0 ici. Hein, voilà, donc je ne mets pas le détail là-dessus, hein, mais regardez la documentation, lisez attentivement la documentation, vous verrez. Voilà. Donc ça également, on pourrait s'en sortir en mettant des paramètres ici. Là où réellement c'est rédhibitoire, c'est que quand la variable explicative et qualitative, il essaie de la binariser parce que Cart fait des arbres binaires. C'est-à-dire que quand il fait segmentation, le nombre de sommets enfants issus de la segmentation, elle est tout le temps, il y aura toujours 2 sommets enfants. Hein, il fait des arbres binaires. Quand elle est quantitative, pas de souci. Il cherche le point de discrétisation, j'ai expliqué ça en cours. Mais quand la variable explicative et qualitative, il va essayer de faire des regroupements pour trouver la segmentation binaire optimale. Et regardez, il y a des variables explicatives qui en a 66 modalités. Ah, voilà, il va s'embrouiller là-dessus. Alors, quand la variable cible est binaire, dans le livre de Cart, dans le livre de Breman et ses copains, là, c'est très bien décrit. Hein. Il y a un théorème qui montre qu'on peut linéariser les calculs. On peut faire en temps réel les calculs. Hein. Quand la variable cible est binaire, hein, je pense que c'est implémenté dans AirPart, ça. Hein. Donc là, le temps de calcul reste raisonnable quand même. Mais la variable cible, elle n'est pas binaire. Et du coup, là, pour trouver la meilleure segmentation binaire avec 66 modalités, je ne sais pas comment il fait. S'il teste tous les cas possibles, bah, c'est une combinaison de 2 parmi 66. Bah, le nombre de cas possibles, là, c'est juste pas possible en réalité. Donc, utilisez AirPart pour faire des arbres de décision
Dans le contexte de notre base, ce n'était pas la bonne idée. Il fallait utiliser RWK avec J48. C'est ça, c'était ça qu'il fallait voir. Le chargement, en réalité, c'est qu'un gain en temps de calcul, tout simplement, là. C'est juste un gain en temps de calcul. Si vous prenez le chargement standard, ça aurait été plus long, bien sûr. Hein, c'est pas optimisé, c'est un peu plus long, mais ça aurait marché sans problème. En revanche, faire l'arbre de décision avec AirPart, là, ça n'allait pas le faire du tout. Ça n'allait pas le faire du tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai fait la précédente vidéo en disant il fallait voir les autres packages. Voilà, il y en a toute une série d'autres, hein, Tri, Party et tout ça. Et parmi ces packages-là, il y en a un qui est pas mal, c'est RWK. Je vais lancer RWK et ça va planter. Ça va planter et on va voir pourquoi ça plante. C'est là également qu'il faut bien lire la documentation et comprendre ce qui se passe derrière. Je répète, hein, RWK est une interface, une API, si vous voulez, qui permet de se plugger sur le logiciel Weka. Weka est un logiciel de machine learning extrêmement connu. Il y a une vingtaine d'années, c'était une des références, bon, supplanté maintenant par R et Python, hein, voilà, mais c'était une référence il y a une vingtaine d'années. Voilà. Et son moteur, il fonctionne, il est programmé en Java. Donc, il est basé sur un moteur Java. Il a besoin du Java Runtime. Voilà. Très bien. Alors, je vais lancer le calcul et on va avoir une mauvaise surprise. Paf. Voilà. Et voilà. Il dit, mais il n'y a pas assez de place dans le tas. Voilà ce qui est écrit là. Hein. Si je traduis ça en français, c'est ça. Hein, il y a un débordement de l'espace mémoire. Il n'y a pas assez d'espace dans le tas. Alors bon, on est tenté de dire, oh, ça marche pas, ça va pas le faire, c'est pas possible, nanana, ainsi de suite. En réalité, on peut paramétrer le tas, en réalité, qu'on veut utiliser. Ça, tout simplement, regardez, je vais prendre ce message-là, voilà, tac, et je vais aller sur Google, mon ami, et je vais chercher. Et je tombe sur, vous avez vu, hein, dans Stack Overflow, qui est intéressant, si on sait prendre le temps de le lire. Dans Stack Overflow, il y a à boire et à manger, mais bon, c'est à nous, hein, d'avoir l'expertise sur ce qui est écrit dans Stack Overflow. Il explique qu'il y a un problème avec la machine virtuelle et qu'on peut régler la taille de la machine virtuelle. Alors là, pour le coup, il le fait de manière générique. Donc, je vais le faire R, sous R, R error. Voilà. Oui, c'est déjà violet. Pourquoi? Parce que j'ai consulté avant de faire la démo, bien sûr, bien sûr. Hein. Ah oui, je fais jamais, voilà. Et donc, il dit, attention, on peut avoir des problèmes de tas, voilà, avec Java, quand on travaille sous R, pour donc les modules, les packages de R qui fonctionnent avec la JRE, la Java Runtime, et donc on peut modifier la taille du tas, tout simplement. Alors là, c'est une mauvaise commande. Il a fait ça, ça n'a pas marché, et donc la bonne commande, elle est en dessous ici. Voilà. Très bien, bah, c'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, là, pour l'instant, là, l'occupation mémoire, là, c'est titanesque, là. Hein, regardez, voilà les objets en mémoire. Et ça, c'est l'occupation mémoire. Ça commence à devenir important, là. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà. Je vais vider la mémoire, déjà. Et ensuite, je vais redémarrer R et je vais modifier l'option. Hein, bon, très bien. Alors, vider la mémoire, rm list est égal à ls. Voilà. Et ensuite, je vais redémarrer R. Donc, je sauvegarde la session. Restart R en clear output. Comme ça, on revient avec quelque chose de nickel. Voilà. Et on revient bien au début ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter au début l'option. Voilà. Donc là, j'ai modifié la JRE, donc j'ai modifié donc l'utilisation de R de la JRE pour qu'il ait à disposition 8000 mégas. Donc c'est 8 gigas. Allons-y. Je relance. Paf. Ensuite, je relance. Il charge les données, toujours très rapidement. Donc là également, pas de souci. Voilà. C'est l'affichage qui est long, hein, plus que le calcul. En réalité, j'aurais pas dû mettre tous ces affichages-là. Là, je repère les variables qualitatives. Là, je sers dans l'apprentissage et test. Voilà. Et je vais appeler maintenant l'arbre de décision. Voilà. Bon. Malgré que ce soit rapide, ça va prendre un certain temps quand même. Donc, le print de l'arbre, là, je vais le mettre ailleurs. Voilà. Malgré que ce soit rapide, ça va prendre un certain temps quand même, hein, bien sûr. Hein. Donc, je vais couper la vidéo et je reprends l'enregistrement juste après. Hein, je vais couper l'enregistrement de la vidéo et voilà. Donc, je lance ici. Bon, déjà, première information, ça ne plante pas. Hein.
Non, bien sûr que ça plante pas, hein. J'ai testé avant, bien sûr, bien sûr. Mais donc ça, c'est une information importante. C'est que déjà, c'était pas RPart qu'il fallait utiliser, c'est RWK, premier élément. Et quand on utilise RWK qui est basé sur EK, qui lui-même est programmé en Java, qui utilise la JRE du coup, c'est à nous d'être vigilants sur le paramétrage tout simplement. Voilà. En cherchant un peu sur Internet, on trouve facilement les solutions, hein. Ça, c'est quand même une chance extraordinaire, hein. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement de la vidéo parce que ça va prendre à peu près 2 minutes et demie, le calcul là, et je ne peux pas meubler 2 minutes et demie, je ne sais pas quoi raconter en 2 minutes et demie. Donc, c'est pour ça que je vais arrêter l'enregistrement et je la reprends juste après. Ça y est, j'ai repris l'enregistrement. Donc, ça y est, il a terminé les calculs. Ça fait plus de temps que je le pensais. C'est différent. J'ai dû changer, modifier les paramètres tout à l'heure, je ne sais plus. Ou bien peut-être que j'aurais pas dû naviguer en même temps, hein, mais bon, ça a duré 4 minutes à peu près là. Vous avez vu, hein, à peu près 4 minutes. Ça reste raisonnable, hein, ça reste tout à fait raisonnable. En tout cas, on est loin de ceux qui ont fait des tests avec AirPart et où ça durait des heures. On est bien d'accord là-dessus. On est bien d'accord là-dessus. Alors, je vais afficher l'arbre de décision ici. Insert R, voilà, et j'affiche l'arbre. Voilà. Voilà l'arbre de décision. Il y a 527 feuilles, donc c'est un arbre assez important, hein. Voilà, et la taille de l'arbre. Voilà. En tout cas, il y a 527 feuilles. Voilà, c'est ça l'idée. Et on a les conclusions sur les feuilles avec, j'avais montré dans la première vidéo tout à l'heure, c'est que là, on a la classe de conclusion. Ça, c'est l'effectif et ça, c'est le nombre de contre-exemples. Voilà. Très bien. Et voilà. Alors, pour voir si ça tient la route, tout ça, je vais faire la prédiction sur l'échantillon test. Voilà, c'est ce que je vais faire ici. Insert R. Et tac, tac, voilà, tac. Je fais la prédiction de l'arbre sur l'échantillon test et ensuite je calcule tout simplement la moyenne de l'erreur, donc de la confrontation entre la variable V200 de l'échantillon test et la prédiction sur l'échantillon test pour calculer le taux d'erreur. Voilà. Donc le taux d'erreur est très faible sur cette base. Vous avez pu, tout le monde a pu le voir sans problème. Ça. Voilà, il est égal à voilà, il est très faible. Très bien. Donc, c'est quoi le principal message? C'est que ceux qui ont travaillé sous R, qui ont des problèmes de mémoire et qui sont passés sous Python, moi, c'est pas un souci, hein. Voilà, vous avez rendu votre travail sous Python, c'est très bien. Mais je ne voulais pas que vous restiez sur une mauvaise impression en se disant que finalement R n'est pas valable quand on veut traiter des grandes bases. Si en réalité, on peut très bien utiliser R quand on traite des grandes bases, mais voilà, il y a une compétence à avoir simplement, c'est que c'est à nous d'utiliser les bons packages en termes de chargement de données, en termes de manipulation de données et aussi en termes d'algorithmes de machine learning, hein. Parce que les packages, c'est des gens comme vous et moi qui ont programmé les packages, hein. C'est des gens donc avec des présupposés, avec des avantages, avec parfois des lacunes, ainsi de suite. Et ces différents packages-là, nous, notre rôle, c'est de les tester pour voir leur performance. Et vous avez vu, hein, donc le chargement, c'était en temps rien du tout, même pas 2 secondes. Ensuite, le calcul de l'arbre de décision, ça a pris 4 minutes. Donc le temps total, là, calcul total, c'est moins de 5 minutes. Vous avez pu le voir. Voilà, voilà. Donc, c'était aussi une solution possible. Allez, je m'arrête là en ce qui me concerne. Et je m'arrête là. Tac.